Ce soir, nous examinons quelque chose qui change fondamentalement la façon dont nous pensons l'exploration spatiale. C'est un voyage qui se situe à l'intersection des rêves et des cauchemars. Un voyage qui exigerait tout ce que l'humanité pourrait offrir et pourrait ne pas suffire. Nous parlons de ce qui serait réellement nécessaire, non seulement techniquement, mais physiquement, psychologiquement et philosophiquement, pour envoyer des êtres humains au-delà de notre système solaire vers l'étoile la plus proche. Et la réponse est bien plus troublante que ce que la plupart des gens ne le réalisent. Si vous êtes passionné par la compréhension de notre potentiel futur parmi les étoiles, s'il vous plaît, aimez cette vidéo et abonnez-vous. Ce que nous allons explorer remet en question tout ce que vous pensez savoir sur l'atteinte d'autres mondes. Commençons. Voici ce que la plupart des gens pensent savoir sur les étoiles. Elles sont très loin. Vraiment très loin. C'est vrai. Mais la distance ne capture pas la réalité complète. Elle ne transmet pas l'ampleur réelle de ce dont nous parlons. Quand les astronomes nous disent qu'Alpha Centauri est à 4,37 années-lumière, la plupart des gens hochent la tête et acceptent le chiffre. Cela semble gérable. Une année-lumière est lointaine, bien sûr, mais nous vivons à une époque de stations spatiales et de rovers sur Mars. Sûrement atteindre une autre étoile est juste une question de temps et de technologie. Cette hypothèse est dangereuse. C'est le genre de pensée qui nous empêche de saisir pleinement ce que nous entreprendrions. 4,37 années-lumière n'est pas juste un grand nombre, c'est une barrière. C'est un mur qui sépare notre système solaire du reste de l'univers d'une manière que nous n'avons vraiment pas envisagée en tant qu'espèce. Et comprendre pourquoi exige que nous pensions différemment à la distance, au temps et à ce qui est réellement possible. Permettez-moi de mettre cela en perspective. La lumière voyage à environ 186 000 miles par seconde. C'est la chose la plus rapide de l'univers. La lumière d'Alpha Centauri prend 4 ans pour nous atteindre. Quand vous les observez à travers un télescope, vous êtes témoin d'événements qui se sont produits 4 ans plus tôt. C'est la distance dont nous parlons. Le rayonnement électromagnétique lui-même, se déplaçant à la limite absolue de vitesse de la physique, prend 4 ans pour faire le voyage. Notre vaisseau spatial le plus rapide, la Parker Solar Probe, voyage à environ 430 000 miles par heure. C'est l'une des plus grandes réalisations en ingénierie de l'humanité. À cette vitesse, la Parker Solar Probe aurait besoin de plus de 6000 ans pour atteindre Alpha Centauri. 6000 ans. C'est plus long que toute l'histoire enregistrée. C'est plus long que toute l'existence de la civilisation humaine. Et c'est en utilisant l'objet le plus rapide que nous ayons jamais construit, fonctionnant à sa vitesse maximale, qu'il ne maintient que brièvement près du Soleil. Pour une mission habitée, nous aurions besoin de vitesses dramatiquement différentes. Nous aurions besoin d'une propulsion qui n'existe pas actuellement. Et c'est là que la réalité devient vraiment décourageante. Chaque concept de propulsion que nous avons sérieusement envisagé pour les voyages interstellaires vient avec des problèmes catastrophiques. Les fusées chimiques qui nous ont envoyés sur la Lune et Mars ne peuvent simplement pas fonctionner. La densité énergétique des réactions chimiques est insuffisante. Vous auriez besoin de moteurs de fusée brûlant du carburant d'une manière qui viole les principes fondamentaux de la physique. Nous aurions besoin de propulsion nucléaire, et la propulsion nucléaire vient avec des obstacles qui ne sont pas principalement basés sur l'ingénierie. Ils sont politiques, pratiques et profonds. La propulsion par impulsion nucléaire a été sérieusement étudiée dans les années 1950 et 1960. Le concept est simple mais horrifiant. Montez une plaque métallique massive à l'arrière de votre vaisseau spatial. Puis, derrière cette plaque, détonez des armes nucléaires, une après l'autre. Les ondes de choc se projeteraient contre la plaque, accélérant le vaisseau vers l'avant. Les simulations informatiques suggéraient que vous pourriez atteindre plusieurs pourcents de la vitesse de la lumière. Mais la mise en œuvre de ceci exige des milliers de détonations nucléaires. Le rayonnement serait extraordinaire. Les défis d'ingénierie seraient immenses. Et lancer un tel vaisseau spatial depuis la Terre exigerait que des traités internationaux soient annulés et un courage politique important qui est peu probable à matérialiser. La propulsion par fusion plaît à notre sens de l'inévitabilité.
Le Soleil fonctionne par fusion. Un jour, nous nous le persuadons, nous maîtriserons cette même réaction sous une forme contrôlée et compacte. Nous disons « un jour » depuis 70 ans. Malgré des milliards en financement et les esprits les plus brillants travaillant sur le problème, nous n'avons pas réalisé une sortie nette positive de la fusion. Pas à une échelle pratique. Les températures requises sont de millions de degrés. Les pressions sont extrêmes. Maintenir la réaction est une bataille constante contre les lois fondamentales de la physique. Même les projections optimistes placent une fusée à fusion pratique au moins des décennies loin. Peut-être beaucoup plus longtemps. Les moteurs antimatière représentent l'idéal théorique. Quand la matière et l'antimatière se rencontrent, ils s'annihilent complètement, convertissant toute la masse en énergie. C'est la conversion la plus efficace possible. Le problème est que l'antimatière n'existe pas naturellement ici. Nous la produisons dans des accélérateurs de particules en quantité microscopique. La quantité totale jamais créée sur Terre pourrait à peine alimenter une lumière pendant quelques minutes. Pour rassembler assez d'antimatière pour une mission interstellaire nécessiterait une technologie qui n'est nulle part près de la réalité. Et le stockage est presque impossible. Un échec du confinement et votre approvisionnement en carburant devient une explosion thermonucléaire. Les moteurs ioniques à ondes ampères sont opérationnels. Nous les avons utilisés avec succès sur des missions robotiques, mais ils produisent une poussée minimale. Accélérer un vaisseau spatial à des vitesses interstellaires prendrait des décennies de fonctionnement continu. Les exigences en puissance sont colossales. Vous auriez besoin de réacteurs nucléaires pour fournir cette puissance. Les réacteurs nucléaires ajoutent de la masse. Plus de masse exige plus de poussée. Plus de poussée exige plus de carburant. Plus de carburant exige plus de poussée. C'est la contrainte fondamentale que les ingénieurs appellent l'équation des fusées, et elle est implacable. Les voiles solaires poussées par laser offrent une promesse théorique. Imaginez un énorme réseau laser sur Terre ou dans l'espace, pointant un faisceau concentré vers un vaisseau spatial avec une voile réfléchissante énorme. La pression de la lumière accélérerait le vaisseau. L'initiative Breakthrough Starshot propose exactement cela. Un réseau laser d'une puissance extraordinaire pousserait un minuscule vaisseau spatial, peut-être 1 gramme de masse, avec une voile seulement quelques mètres de large. Il pourrait atteindre 20% de la vitesse de la lumière. Mais 20% de la vitesse de la lumière signifie toujours que le voyage prend des décennies. Et le réseau laser lui-même coûterait des dizaines de milliards de dollars. La précision requise est presque incompréhensible. Le vaisseau spatial accélère à des milliers de kilomètres par seconde, tandis qu'un faisceau laser tente de maintenir un alignement parfait. Tout écart et le faisceau manque complètement sa cible. Donc, acceptons une prémisse. Supposons que nous résolvions quelquement le problème de la propulsion. Supposons que nous développions un système capable d'atteindre 10% de la vitesse de la lumière. C'est toujours 40 fois plus rapide que notre meilleur vaisseau spatial actuel. Mais c'est théoriquement possible. À cette vitesse, le voyage vers Alpha Centauri prendrait environ 42 ans. 42 ans dans un vaisseau spatial confiné. 42 ans séparés de la Terre. 42 ans sachant que vous ne rentrerez jamais à la maison. Une personne, lançant cette mission à l'âge de 30 ans, arriverait à l'âge de 72 ans. Si elle lançait à l'âge de 25 ans, elle aurait 67 ans. Toute votre vie adulte serait dépensée en transit. Vous ne marcheriez pas sur terre ferme pendant plus de 4 décennies. Vous ne respireriez pas d'air naturel. Vous ne verriez pas d'horizon qui ne soit pas artificiel. Vous n'expérimenteriez pas de pluie ou ne toucheriez pas un océan ou ne vous allongeriez pas sur l'herbe. Ce ne sont pas des inconvénients mineurs. Ce sont des absences fondamentales. Toute votre existence, chaque jour qui compte, se déroulerait à l'intérieur d'une structure métallique fonçant dans le vide. Cela crée des questions immédiates sur le vaisseau spatial lui-même. Il ne peut pas être petit. Vous n'envoyez pas une poignée de personnes. Avec un équipage de moins de 50 personnes, vous faites face à des problèmes génétiques si le voyage s'étend sur plusieurs générations. Vous manquez d'expertise pour gérer les défaillances catastrophiques. Les spécialistes critiques pourraient tomber malades ou décéder, laissant personne avec leurs connaissances. L'équipage minimum viable est probablement
plusieurs centaines de personnes. Ce n'est pas un vaisseau spatial, c'est une ville. Une ville qui doit être autonome, autosuffisante et complètement en boucle fermée. L'eau ne peut pas être apportée de la Terre. La masse serait astronomique. Au lieu de cela, vous avez besoin de systèmes qui recyclent l'eau de chaque source concevable. La Station spatiale internationale recycle environ 93% de son eau. Vous auriez besoin de pousser cela plus haut. Beaucoup plus haut. Plus proche de 100%. Chaque goutte d'urine, chaque once de sueur, chaque bite d'humidité dans l'air elle-même aurait besoin d'être capturée, filtrée, purifiée et réutilisée. Le système aurait besoin de redondance. Si la purification échoue, l'équipage meurt de déshydratation en quelques jours. La nourriture présente des défis similaires. Vous ne pouvez pas apporter 42 ans de nourriture pour plusieurs centaines de personnes. La masse requise rendrait le vaisseau spatial impossible à accélérer. Vous avez besoin de cultiver de la nourriture à bord. Hydroponie, aéroponie, des fermes intérieures sous une lumière artificielle. Cela exige un espace considérable. Cela exige un entretien constant. Les défaillances des récoltes sont catastrophiques. Une maladie qui tue votre blé signifie la famine. Une contamination qui détruit vos jardins de légumes signifie un effondrement nutritionnel. Vous auriez besoin de plusieurs chambres de culture en cas d'échec d'une. Vous auriez besoin de banques de semences comme sauvegarde. La nourriture serait monotone. Principalement des légumes, des céréales et peut-être du poisson des réservoirs d'aquaculture. La viande serait extraordinairement rare, disponible seulement des cultures de laboratoire si du tout. Après quelques années, l'équipage connaîtrait chaque repas par cœur. Il rêverait de saveurs de la terre, de fruits frais, de nourriture qui goûte quelque chose de plus que la survie. Les soins médicaux deviennent votre goulot d'étranglement. Sur Terre, si vous avez besoin d'une chirurgie complexe, vous allez à l'hôpital. Sur un vaisseau spatial interstellaire, vous êtes l'hôpital. Vous auriez besoin d'au moins un médecin, probablement plusieurs, avec des spécialités diverses. La chirurgie aurait lieu dans une petite baie médicale équipée du meilleur équipement qui peut tenir. Mais que se passe-t-il quand quelqu'un développe un cancer avancé? Quand une appendicite aiguë frappe? Quand quelqu'un a un accident vasculaire cérébral? L'équipage devrait gérer avec ce qui a été apporté et ce qui peut être fabriqué à bord. L'imagerie avancée comme l'IRM pourrait être impossible en raison des contraintes de puissance et de masse. L'équipement chirurgical serait limité. Les médicaments se dégradent avec le temps. Vous auriez besoin de fabriquer des produits pharmaceutiques à bord ou de transporter des stockpiles énormes. Certains membres de l'équipage mourirent de conditions qui sont routinières à traiter sur Terre. C'est statistiquement certain. Et puis il y a le vieillissement. Le voyage est 42 ans. L'équipage vieillit 42 ans. Une personne de 30 ans devient 72 ans. Leur corps accumule des décennies d'usure. Les maladies cardiaques, l'arthrite, les problèmes de vision, le déclin cognitif. Ce ne sont pas rares. Ils sont inévitables. Gérer les personnes âgées à bord d'un vaisseau spatial conçu pour un équipage actif devient un problème médical et logistique. Certains membres de l'équipage ne feront pas jusqu'à l'arrivée. La mort serait une occurrence régulière. Le vaisseau spatial aurait besoin d'installations pour gérer les décédés. Une certaine forme d'inhumation dans l'espace ou de stockage, c'est sombre, mais c'est la réalité que les planificateurs de mission doivent affronter. La gravité artificielle est non négociable. L'apesanteur cause la perte d'os, l'atrophie musculaire, les problèmes de vision. Les astronautes sur la Station spatiale internationale font de l'exercice pendant des heures quotidiennement et éprouvent toujours une détérioration physique importante après des mois. Un voyage de 42 ans détruirait les corps humains. Les os deviendraient cassants. Les muscles s'atrophieraient à l'inutilité. La vision se dégraderait définitivement. La solution est la rotation. Faites tourner le vaisseau spatial et la force centrifuge crée une gravité artificielle. Mais un vaisseau spatial en rotation est compliqué. Le taux de rotation doit être précis. Trop lent et la gravité est insuffisante. Trop rapide et l'effet Coriolis rend les gens nauséeux et désorientés.
Cet effet se produit quand vous vous déplacez perpendiculairement à la direction de rotation. Votre corps éprouve des forces latérales qui confondent votre oreille interne. Les études suggèrent que vous avez besoin d'un rayon de rotation d'au moins 100 mètres pour maintenir les effets Coriolis tolérables. Votre vaisseau spatial doit être massif. Des centaines de mètres de long, possiblement plus. La puissance est une autre exigence existentielle. Les panneaux solaires sont inutiles au-delà de Mars. Au moment où vous êtes même une fraction du chemin vers Alpha Centauri, le Soleil n'est qu'une autre étoile dans le ciel, fournissant une énergie négligeable. Vous avez besoin de réacteurs nucléaires. Plusieurs réacteurs pour la redondance. Ces réacteurs doivent fonctionner continuellement pendant 42 ans. Ils ont besoin de carburant qui dure tout le voyage, ou vous avez besoin de barres de carburant de rechange, ce qui ajoute de la masse. Les réacteurs nucléaires produisent de la chaleur. Évacuer la chaleur résiduelle dans l'espace est étonnamment difficile. Il n'y a pas d'air pour l'emporter. Vous avez besoin de radiateurs, de grands panneaux qui émettent un rayonnement infrarouge. Plus vos réacteurs sont puissants, plus vos radiateurs doivent être grands. Ils sont lourds, ils sont vulnérables aux impacts. Ils sont un point de défaillance critique. La dimension psychologique est peut-être plus terrifiante que la physique. Les humains ont évolué pour vivre dans des environnements variés avec une complexité sociale et des changements saisonniers. Le vaisseau spatial n'offre aucun de ceux-ci. Les mêmes personnes, les mêmes corridors, les mêmes routines pendant des décennies. La recherche des stations de recherche en Antarctique, des sous-marins et de la Station spatiale internationale montre des modèles psychologiques prévisibles. Une phase initiale de lune de miel où tout le monde est excité et coopératif. Puis une phase de conflit durant des mois ou des années où les irritations s'accumulent, les cliques se forment et le tissu social se désagrège. Puis, si l'équipage survit, l'acceptation où les gens font la paix avec leur situation. Mais tout le monde ne parvient pas à l'acceptation. Certaines personnes ne s'adaptent jamais. Elles restent en colère, déprimées ou repliées sur elles-mêmes. L'équipage aurait besoin d'un criblage psychologique intense avant le lancement, mais aucun test ne peut prédire comment quelqu'un se comportera après 30 ans de confinement. Les planificateurs de mission mettraient en place des systèmes de soutien. Des conseillers feraient partie de l'équipage. Des espaces de loisirs seraient construits pour fournir un soulagement mental. L'équipage créerait de l'art, de la musique et de la littérature. Ils établiraient des traditions et des rituels pour marquer le passage du temps. Des anniversaires de lancement, des vacances, des célébrations adaptées à l'environnement du vaisseau spatial. Mais rien de tout cela n'élimine la réalité fondamentale. Vous êtes enfermé dans une boîte métallique avec les mêmes personnes pendant des décennies. Des relations se formeront, des relations romantiques se développeront. Cela fournit un soutien émotionnel, mais cela crée aussi des complications. Jalousie, rupture, triangle amoureux. Que se passe-t-il quand une relation se termine mal et que les deux personnes doivent travailler ensemble quotidiennement pendant des décennies ? Et s'ils veulent tous les deux s'éviter mais le vaisseau spatial est trop petit pour s'échapper ? Il n'y a nulle part où aller. Les conflits devraient être résolus et les planificateurs de mission auraient besoin d'établir des protocoles de résolution des conflits avant le lancement. Y aurait-il un système formel de justice à bord du vaisseau spatial ? Comment les désaccords graves seraient-ils gérés ? Qui a l'autorité et que se passe-t-il si cette autorité est remise en question ? La reproduction est une autre couche de complexité que les planificateurs de mission géreraient. Les relations sexuelles mènent à des grossesses. Même avec la contraception la plus fiable, sur 42 ans et un équipage de centaines, les grossesses se produiront. La grossesse dans l'espace est mal comprise. Nous ne savons pas si la microgravité affecte le développement fœtal. Les grossesses humaines n'ont jamais été tentées en orbite. L'accouchement sur un vaisseau spatial présente des défis médicaux et des dilemmes éthiques profonds. Est-il juste de faire naître un enfant dans un tel environnement ? Cet enfant n'a pas volontairement participé à ce voyage. Il passera son enfance entière et possiblement toute sa vie en confinement, ne jamais éprouver la Terre.
Certains soutiendraient que la vie est précieuse où qu'elle se produise. Les enfants pourraient apporter l'espoir et le but à l'équipage, fournissant la continuité et une orientation future. D'autres diraient qu'il est contraire à l'éthique de faire naître des enfants dans de telles circonstances. La décision devrait être prise avant le lancement, par un examen éthique attentif impliquant non seulement les scientifiques et les ingénieurs, mais aussi les philosophes et les éthiciens. Passons à la discussion du voyage lui-même. L'espace n'est pas vide, il est rempli de gaz, de poussière et de roches occasionnelles. À des vitesses de vaisseau spatial normales, heurter un grain de sable n'est pas dangereux. À 10% de la vitesse de la lumière, c'est catastrophique. L'énergie cinétique augmente avec le carré de la vitesse. Doublez votre vitesse et l'énergie cinétique augmente de 4 fois. À des vitesses relativistes, un seul grain de poussière porte l'énergie de plusieurs kilogrammes de TNT. Un petit caillou heurterait avec la force d'une arme nucléaire. Un objet plus grand serait d'extinction. Le vaisseau spatial a besoin de blindage. Un blindage lourd et épais à l'avant. Mais le blindage ajoute de la masse. Plus de masse exige plus de carburant. Plus de carburant exige plus de poussée. Vous êtes de retour à l'équation des fusées, de retour aux contraintes fondamentales qui gouvernent tous les voyages spatiaux. Chaque kilogramme supplémentaire de blindage exige des kilogrammes supplémentaires de propulseurs pour l'accélérer. Cela crée un problème en cascade avec lequel les ingénieurs ont lutté depuis l'aube de l'ère de la fusée. Certains modèles proposent un bouclier sacrificiel, un disque de matériaux positionné avant pour absorber les impacts et dissiper l'énergie sur une surface plus grande. Si un grand objet est détecté, vous pourriez tenter des manœuvres d'évasion, mais à 10% de la vitesse de la lumière, vous couvrez 30 millions de mètres chaque seconde. La détection et l'évitement doivent se produire presque instantanément. Vos capteurs doivent être extraordinairement sophistiqués, vos ordinateurs doivent prendre des décisions plus rapides que la pensée humaine, vos propulseurs doivent réagir instantanément. Le rayonnement est un autre danger qui domine le profil de la mission. L'espace est rempli de rayons cosmiques, des particules haute énergie provenant d'étoiles qui explosent et d'autres événements violents. Le champ magnétique de la Terre et son atmosphère nous protègent de ce bombardement invisible. Nous vivons dans une bulle de protection sans le réaliser. Dans l'espace profond, il n'y a pas de protection. Les rayons cosmiques endommagent l'ADN, causant le cancer, la maladie des rayonnements et d'autres dommages cellulaires. La coque du vaisseau spatial fournit un certain blindage, mais arrêter les rayons cosmiques haute énergie exige des matériaux épais et lourds. Encore une fois, cela ajoute de la masse, ce qui ajoute du coût et de la complexité. Certaines particules sont tellement énergétiques qu'elles vont passer à travers presque n'importe quoi que nous pouvons raisonnablement transporter. L'équipage accumulerait des doses de rayonnement bien au-delà de ce qui est considéré comme sûr sur Terre. Les taux de cancer seraient élevés. Certains membres de l'équipage développeraient des tumeurs, des cataractes et des maladies liées au rayonnement. D'autres éprouveraient un vieillissement accéléré au niveau cellulaire. C'est un risque calculé. Quiconque se porte volontaire doit accepter cette conséquence avec la connaissance complète de ce qu'elle signifie pour sa santé à long terme. La navigation présente ses propres complications. Pointer un vaisseau spatial vers Alpha Centauri semble simple. Ce ne l'est pas. Chaque étoile de la galaxie se déplace dans l'espace à des vitesses différentes. Alpha Centauri se déplace dans une direction différente de notre Soleil. Au moment où vous arrivez, Alpha Centauri se sera déplacée vers une position qui n'est pas où elle apparaît maintenant. Vous devez calculer où elle sera 42 ans dans le futur et viser cette position. C'est comme tirer sur une cible en mouvement, sauf que la cible se déplace dans l'espace tridimensionnel à des centaines de milliers de miles par heure. De minuscules erreurs dans la trajectoire initiale se composent sur des décennies et des années-lumière jusqu'à ce que vous manquiez votre cible de millions de miles. Vous auriez besoin de corrections de cap constantes, des brûlures de moteur pour ajuster votre trajectoire. Mais chaque correction utilise du carburant que vous ne pouvez pas remplacer. Si vous manquez de carburant à mi-chemin du voyage,
Vous êtes bloqué sur la trajectoire que vous êtes. Vous pourriez manquer complètement Alpha Centauri, volant dans l'espace profond, sans façon de vous tourner. C'est pourquoi les systèmes de navigation devraient être extraordinairement robustes, avec plusieurs ordinateurs de sauvegarde, plusieurs suites de capteurs et la redondance à chaque niveau. La technologie aurait besoin de fonctionner sans faille pendant 42 ans, sans possibilité d'entretien ou de remplacement. L'arrivée apporte ses propres défis. Après 42 ans, vous atteignez Alpha Centauri. Vous voyagez à 10% de la vitesse de la lumière. Pour entrer en orbite, vous auriez besoin de décélérer à la vitesse orbitale. Cela exige autant d'énergie que l'accélération. Si vous ne pouvez pas ralentir, vous êtes bloqué en faisant un survol. Vous criez « Passez Proxima Centauri à une vitesse énorme », prenant des photos pendant quelques heures ou jours, puis vous êtes parti, volant dans l'espace profond pour toujours. Tout cet effort, toutes ces décennies, pour un bref aperçu. Parlons du coût d'une telle mission. Pas seulement financier, bien que ce soit colossal, mais l'investissement total requis. Les estimations pour une mission habitée vers Alpha Centauri vont de centaines de milliards à plusieurs billions de dollars. C'est comparable ou supérieur au PIB entier de certains pays. C'est comparable aux dépenses totales du programme Apollo, répétées des dizaines de fois. Qui paie pour cela? Les gouvernements pourraient le financer. Mais convaincre les contribuables de dépenser plusieurs billions sur une mission qui ne rendra pas de résultats pendant des décennies est politiquement difficile. Il y a des besoins pressants sur Terre. La pauvreté, la maladie, le changement climatique, l'infrastructure. Les politiciens opèrent sur des cycles électoraux pensés en termes d'années, pas de décennies. Les corporations pensent aux bénéfices trimestriels, pas aux missions à long terme. Pourtant, les entreprises privées pourraient contribuer. Certains milliardaires sont intéressés par l'exploration spatiale pour sa propre raison. Elon Musk avec SpaceX, Jeff Bezos avec Blue Origin. Ils pourraient financer ou partiellement financer une mission interstellaire comme un projet héritage. Mais même leurs ressources, vastes comme elles sont, pourraient ne pas suffire. La coopération internationale est probablement nécessaire. Une coalition de pays mettant en commun les ressources comme la Station spatiale internationale, mais à une échelle beaucoup plus grande. L'ISS a coûté environ 150 milliards de dollars sur plusieurs décennies. Une mission interstellaire coûterait de nombreuses fois plus. Mais c'est possible. Si l'humanité décide que c'est une priorité, si nous pouvons mettre de côté les rivalités nationales et travailler ensemble, nous pourrions le faire. La question est si nous avons la volonté. Et il y a un autre facteur, le temps. Les personnes qui décident de financer et de lancer la mission ne vivront pas pour voir les résultats. C'est une vente difficile. Supposons que le premier équipage arrive et ils sont les premiers humains à atteindre Alpha Centauri. Ils entrent en orbite autour de Proxima Centauri b. Ils envoient des sondes vers la surface, analysent l'atmosphère, la géologie, cherchent des signes ponctuels de vie. Ce qu'ils découvriraient déterminerait la phase suivante de la mission. Si la planète est habitable, ou au moins survivable avec la technologie, ils pourraient tenter de débarquer et d'établir une colonie. Cela nécessiterait l'équipement qu'ils ont apporté, les habitats, les systèmes de soutien de la vie, les outils pour l'exploitation minière et la fabrication. Ils devraient être autosuffisants, produisant leur propre nourriture, eau et air, réparant et construisant un nouvel équipement selon les besoins. Si la planète est inhospitalière, ils devraient vivre en orbite ou sur une lune. Si Proxima Centauri b a une lune, ils seraient dépendants du vaisseau spatial indéfiniment. Dans les deux cas, ils sont coincés. Il n'y a pas de rentrée. Le voyage a utilisé tout leur carburant. Même s'ils pouvaient refaire le plein d'une manière ou d'une autre, le voyage de retour prendrait un autre 42 ans. À ce moment-là, ils seraient au-delà de 100 ans. Personne ne survivrait. Ils devraient construire une nouvelle vie dans le système Alpha Centauri, sachant que la Terre est inaccessiblement lointaine. Pourquoi quelqu'un se porterait-il volontaire pour une telle mission? Pour certains, ce serait l'aventure.
la chance de faire partie de quelque chose d'historique, pour voir une autre étoile de près, pour laisser un héritage qui résonne à travers l'histoire pendant des millénaires. Pour d'autres, ce pourrait être l'échappement. Partir d'un nouveau départ sur Terre, mais c'est un nouveau départ aussi difficile et lointain. Certains pourraient être motivés par la curiosité scientifique, le besoin humain fondamental de comprendre l'univers et notre place en lui. D'autres pourraient croire que s'étendre vers d'autres étoiles est la seule garantie de survie à long terme de l'humanité, que la Terre ne durera pas éternellement et nous avons besoin de polices d'assurance écrites sous la forme de colonies éloignées. Quoi qu'il en soit de la motivation, les volontaires renonceraient à tout. Famille, amis, carrière, la possibilité d'enfants qui ils entreraient dans un voyage des simulations d'isolement pour tester leur résilience. Certains seraient éliminés, certains se retireraient d'eux-mêmes, incapables de faire face à la réalité de ce qu'ils font. Ceux qui resteraient seraient extraordinaires, pas surhumains, mais engagés d'une manière qui transcende l'expérience humaine normale. Merci de m'avoir rejoint dans cette exploration de ce qu'atteindre une autre étoile exige vraiment. Si cela a changé la façon dont vous pensez au voyage interstellaire, sur l'avenir de l'humanité, sur ce que nous sommes prêts à sacrifier pour la connaissance, s'il vous plaît, aimez cette vidéo et abonnez-vous. Votre soutien m'aide à continuer la création de contenu qui explore les questions les plus profondes sur notre place dans l'univers. La prochaine fois que vous regarderez les étoiles, rappelez-vous ce que nous avons discuté ce soir. La distance, le danger, le sacrifice. Et sache qu'un jour, quelqu'un fera ce voyage de toute façon, parce que nous sommes humains, et nous ne pouvons pas nous empêcher d'explorer.